Bonjour, je suis le docteur Samir Ben Osman et dans cette vidéo, on va parler des principes de géologie. Donc, la géologie, c'est l'étude de la structure, de la composition et des processus qui ont lieu dans les planètes rocheuses. Et ici, on va se focaliser sur la Terre, mais les principes, ils s'appliquent à toutes les planètes rocheuses qu'on connaît en tout cas. Donc, la Terre a une structure qui résulte du mouvement de ses couches internes, ce qui provoque la tectonique et produit divers types de couches de roches qui sont organisées en couches et qui vont interagir avec le climat pour former des structures géologiques. Alors comment la Terre s'est formée et comment on a eu ces différentes couches et ces organisations. Donc pendant sa formation, les éléments qui sont légers, ils ont progressivement commencé à flotter et se refroidir, et ils ont formé ce qu'on appelle la croûte de la Terre, tandis que les éléments plus denses restèrent au milieu, ce qui a formé le manteau en fusion, et les éléments encore plus denses ont coulé pour former un noyau dur qui est un noyau de fer. Et donc ce noyau, en fait, il est très important parce qu'il contient du fer magnétique et il en contient en quantité assez suffisante pour que le noyau de la Terre puisse générer un champ magnétique qui est significatif, qui s'étend bien au-delà de la Terre et protège notre atmosphère de l'érosion par le vent solaire. Le vent solaire étant rempli de particules chargées qui vont enlever entre guillemets l'atmosphère. Et ainsi, il nous en protège. Et ce champ magnétique, il nous protège aussi des rayons cosmiques qui proviennent des supernovas qui sont proches de nous, proches, on va dire, en termes astronomiques. Donc d'un autre côté, on a une chaleur qui est énorme, qui est générée dans la Terre, qui est estimée à peu près 44 trillions de watts. Mais en fait, d'où vient cette chaleur? En fait, elle vient de la désintégration des isotopes radioactifs qui sont dans le manteau. Et on a parlé des isotopes radioactifs et du fait qu'ils vont essayer de se débarrasser de l'excès de neutrons qui sont dans leurs atomes par le biais de la force faible et dégager de la radiation bêta. Et donc c'est ça la chaleur qui donne en fait toute l'énergie qui fait entre guillemets l'ébullition de tout le manteau. Et ce que vous pouvez voir ici dans les flèches, comme quand vous mettez l'eau ou le lait dans une casserole et que vous mettez sur le feu, elle va commencer à faire des courants, ce qu'on appelle des courants de convection pour bouillir. Et donc c'est la même chose qui se passe sur Terre. Et donc on a ces courants de convection qui se passent dans le manteau et qui vont en fait causer le déplacement de la croûte qui est au-dessus et du manteau supérieur qui flotte au-dessus. Et donc c'est ça ce qui va nous donner ce qu'on appelle la tectonique. Alors en quoi la tectonique elle est importante pour la planète et pour notre vie? Bah, déjà, différentes régions de la croûte et du manteau ont différentes compositions. Et ainsi, ils vont se fracturer et se déplacer différemment. C'est ce qu'on appelle les plaques tectoniques et les mouvements des plaques tectoniques. Et donc, les plaques tectoniques, elles vont se déplacer sous l'effet des courants de convection, comme on vient de le dire. Et en fait, ça, c'est essentiel pour notre vie, car déjà, la tectonique, elle agit comme un thermostat global, parce qu'en créant les volcans, ils vont libérer le CO2 dans l'atmosphère, et le CO2 est un gaz à effet de serre. On va en parler un peu plus en détail dans la vidéo de climatologie, mais il suffit de dire ici qu'il retient la chaleur du soleil. Et aussi par la tectonique, ça conduit à l'enfouissement de couches de tectonique profondément dans Terre, et ils vont emporter avec eux l'excès de CO2. Donc en fait, la tectonique régule le niveau de CO2 et ainsi est un régulateur thermique sur la planète. La tectonique, elle apporte aussi des minéraux essentiels à la vie. Dans les fonds marins, où on a des volcans qui sortent, etc., ainsi qu'à la croûte terrestre. Et donc les plaques tectoniques adjacentes, elles vont ramener ces éléments de la vie, elles sont essentielles. Donc comment ces plaques, elles vont se déplacer les unes par rapport aux autres? Et donc en fait, elles vont se déplacer en formant trois types de ce qu'on appelle des frontières, qui peuvent d'ailleurs toutes induire des séismes. On a d'un côté les frontières convergentes, c'est-à-dire qu'elles entrent en collision. L'une, elle va chevaucher l'autre, et donc ça va former d'un côté des montagnes ou des zones de subduction, c'est-à-dire que
la plaque tectonique, elle va descendre en bas, donc c'est ça la subduction, et elle va aussi donner des îles volcaniques. Deuxième type de mouvement, c'est les frontières divergentes, c'est-à-dire elles s'éloignent les unes des autres, et c'est ça qui forme ce qu'on appelle les dorsales, comme les dorsales médio-océaniques qui se trouvent au fond des océans, ou elles peuvent faire des mouvements transformants, c'est-à-dire, entre guillemets, qui grincent les uns contre les autres, et qui forment des failles, comme la faille de San Andreas en Californie, la fameuse faille qui fait des tremblements de terre en Californie. Et donc tout ça, ça va conduire à la formation de roches. Mais alors, quels sont les principes qui vont gouverner le type de roche qu'on va rencontrer? Eh bien, les roches, elles se forment et se transforment à cause de la tectonique, encore une fois, et ainsi que à cause de conditions météorologiques. Déjà, les frontières divergentes qui vont se séparer l'une de l'autre, elles vont amener du magma chaud à la surface. Et quand ce magma il va se refroidir, il va former des roches ignées ou ignées, c'est-à-dire des roches de feu. Et donc ces roches ignées, ce sont les roches les plus anciennes et les plus répandues sur Terre. Elles sont très dures, comme le granit, le basalte ou l'obsidienne, et elles sont résistantes à la chaleur extrême, parce qu'elles sont formées dans la chaleur extrême. Elles sont aussi dépourvues de fossiles car elles se forment relativement vite, c'est-à-dire pendant des milliers d'années, contrairement aux autres roches qui se forment pendant des millions d'années. Et donc, cette formation relativement rapide, elle empêche le piégeage de traces végétales et animales. Les dépôts de roches préexistantes ou d'organismes morts qui s'accumulent à la surface de la Terre sont enfouis profondément sous la pression, ils vont être compactés et cimentés au fil du temps et ils forment donc des couches sédimentaires, comme le calcaire ici, ou le grès, ou le charbon. Le charbon, dire la roche du charbon. Et donc les roches sédimentaires, elles sont moins dures que les roches ignées et se forment sur de longues périodes de temps, c'est-à-dire des millions d'années, ce qui explique la présence de fossiles dedans, ainsi que la présence de charbon, dont on vient de parler, qui est formé à partir des restes végétaux et animaux et qui est utilisé en tant qu'énergie fossile. Maintenant, lorsque le magma il entre en contact avec d'autres roches sous pression extrême ou à des températures assez chaudes pour réorganiser la matière dans les roches, mais pas tellement chaudes pour les faire fondre, eh ben, elles vont se métamorphoser. Et c'est pour ça qu'on les appelle les roches métamorphiques, telles que le marbre ou le quartz ou l'ardoise qui est dans le toit des maisons. Et donc ces roches métamorphiques, elles sont presque toujours plus dures que les roches sédimentaires, et elles se forment sur de longues périodes, elles aussi, donc durant des millions d'années. Par contre, comme elles se forment sous une chaleur et une pression extrêmes, elles ne vont pas héberger de fossiles. Donc, comment ces roches vont s'organiser dans la Terre? Donc, ces roches elles vont s'organiser dans ce qu'on appelle des couches. Et en fait, les couches, elles vont se superposer au fil du temps. Et donc, ça veut dire que les couches les plus jeunes sont les couches les plus superficielles. Et les plus anciennes sont les plus profondes. Donc cette caractéristique, elle permet de dater les formations géologiques et de retracer leur histoire en sachant que cette couche qui est ancienne, si on la retrouve en haut, ça veut dire qu'il y a eu subduction, ça veut dire qu'il y a eu une déformation, etc. La datation géologique, elle est aussi utilisée par une propriété des isotopes radioactifs. Parce qu'on a dit qu'il y a plein d'isotopes radioactifs dans la Terre et ils sont toujours en train de perdre leur radioactivité au fil du temps. Et donc, si on analyse la radioactivité dans une couche de l'isotope du carbone, qui est le carbone 14, et qu'on la compare à la présence de carbone 12, le carbone non radioactif, et donc en fonction de ça, et sachant que ces atomes ils vont se désintégrer à des taux constants, donc on peut calculer l'âge de la couche dont on parle. Le carbone 14 n'est pas le seul isotope radioactif utilisé dans la datation, il y a aussi le potassium 40 ainsi que l'argon 40. Maintenant, comment sont les changements géologiques qui vont s'opérer sur ces couches et ces roches? Eh bien, il y a trois principaux processus qui vont façonner les caractéristiques géologiques, qui sont les plis, les déformations, ainsi que l'érosion mécanique et l'érosion chimique. Il faut savoir que ces trois processus se produisent simultanément. Et là, on les sépare juste par souci didactique. Donc les plis et les déformations, ils sont causés par la tectonique des plaques.
qui se forment aux frontières convergentes ainsi que les frontières transformantes. Et ils vont provoquer, comme leur nom l'indique, des plis et des déformations, comme le chevauchement que vous voyez ici, ou le cisaillement que vous voyez sur l'image à droite, entre les couches, et qui va ramener ainsi à la surface des couches qui étaient enfouies, et qui va former des montagnes, ou des plateaux, et des failles, etc. En plus de ça, on a l'érosion mécanique, qui est en fait l'action continue du vent, de l'eau et de la glace sur ces couches rocheuses pendant des millions d'années, qui va induire à leur érosion, d'où le nom, et qui va donner un large éventail de formations géologiques, telles que les canyons, comme vous voyez ici, les vallées, les rivières, que vous voyez ici d'ailleurs aussi, les lacs, les grottes, les arches, les dunes, les fjords, et ainsi de suite. Donc il y a plein de formations qui sont causées par l'érosion mécanique. Cette érosion, elle produit aussi des sédiments, à force d'éroder ces roches. Et donc ces sédiments, en fait, ils sont riches en minéraux, et ils sont transportés par les cours d'eau à la surface de la Terre, ainsi que dans les océans. Et en fait, ça sert comme des fertilisants aux plantes et aux algues, qui sont très importants pour la vie. Et en plus de ça, on a le troisième facteur d'influence géologique, qui est l'érosion chimique. Car les roches, elles vont aussi agir avec le vent, avec la pluie, le gel, avec l'oxygène de l'atmosphère, ainsi qu'avec les produits chimiques qui sont dissous dans l'eau, comme les acides, ainsi que biologiquement avec les racines des plantes, ainsi que les microbes. Et tout ça va façonner ces roches. Et donc ces effets, ils vont provoquer non seulement la décomposition des roches et la formation de sols cultivables et fertiles, mais aussi il va faire des formations géologiques telles que les gouffres, les grottes, ainsi que les formations géologiques qu'on appelle rouillées ou oxydées, comme vous pouvez voir ici, une formation où la couleur, on va dire orange-ocre, c'est en fait l'oxydation du fer qui est dans les pierres, dans les roches. Et avec ça, on a fait un tour d'horizon des principes de géologie. Je vous remercie de votre attention et j'apprécie vos commentaires, et je vous vois dans la prochaine vidéo qui sera sur la climatologie.